Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Excellent réveil, excellente matinée, bon samedi, bienvenue sur Canal et bienvenue dans la matinale. Et votre émission Bonjour d'Algérie reprend en ce samedi 3 novembre. Et en ce samedi 3 novembre, on va parler forcément de l'événement de la semaine. C'est le Salon international du livre d'Alger dans son édition 2018 avec plusieurs auteurs ce matin sur le plateau. Farida Saifi, Bernard Deschamps, Jean-François Garde, les trois invités vont nous parler aujourd'hui du SILA, ils vont nous parler également de leur ouvrage, que ce soit le Fichier Z, l'essai historique sur la Fédération de France du FLN, écrit par Bernard Deschamps, ou encore Jean-François Garde avec son ouvrage sur les 50 ans d'amitié, 66-2016, à la rencontre des Aurès. En tout cas, les trois auteurs seront sur notre plateau. Karima Guémache, membre de l'association des femmes chefs d'entreprise. Charazed Saadi, membre de cette même association. Elles seront là pour nous parler des femmes chefs d'entreprise, mais également des activités de leur association. Jalil Meraska, notre coach nutritionniste. Alors lui, nutritionniste du sport, pour être plus précis, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame aussi avec les nutritionnistes autres, qui eux font partie plutôt de la médecine. Alors avec lui aujourd'hui, retour sur une de ces thématiques comme d'habitude, et on finira tout à l'heure avec Maya Amrani et Mustafa Haouchin, qui est directeur général de l'école supérieure d'hôtellerie et de la restauration d'Alger, l'ECHRA. Hakim Kishrout sera là aussi pour les rendez-vous sport, pour les résultats sport, et tout cela, ça va se passer jusqu'à 10h30. Là, tout de suite, c'est la météo et c'est présenté par Frédéric. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et la météo de ce matin, d'ailleurs on s'est réveillé avec des pluies, un peu de vent cette nuit, et ça tombe bien. Quelle tendance pour cette journée, pour ce samedi? C'est avec vous, Frédéric, que ça va se passer. Frédéric, bonjour. Bonjour Ambo Mahlaz et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Excellent réveil à vous tous, très heureuse de vous retrouver. Eh bien oui, un réveil sous la pluie, le temps sera perturbé encore une fois. Comme prévu par Météo Algérie, nous avons eu des pluies sous forme d'orage assez marquées hier à partir de l'après-midi. Météo Algérie a même émis un bulletin d'alerte concernant la quantité de pluie qui va être assez importante durant ces dernières 24 heures au centre ainsi que vers l'est. Aujourd'hui encore, à Béjaïa, à Djidjel, le temps s'annonce perturbé vers le centre-l'est. La carte prévue par Météo Algérie nous confirme que le ciel sera couvert et la couverture nuageuse, voilà, j'y arrive. La couverture nuageuse couvrira aujourd'hui encore l'ensemble des régions du nord du pays. Les pluies seront assez marquées, accompagnées d'orages encore aujourd'hui au centre ainsi que vers l'est. À l'ouest, on notera un temps variable avec du soleil près des côtes ouest en fin de journée. L'amélioration est prévue à l'ouest. Et puis sur la partie sud, on notera un ciel souvent variable au nord Sahara, au sud des oasis, le Sahara oriental, avec là aussi possibilité de quelques faibles pluies. Les températures, les aussi, il va faire froid en Algérie. Le froid s'installe nettement, notamment à l'intérieur du pays, comme vous l'avez sans doute ressenti. On attend cet après-midi 10 degrés à Al-Bayed à Dulfa, c'est le minimum. 14 à Betna, 13 à Tiaret, 17 à Ridizen, à Chlef, 15 à Séti, 20 degrés à Tlemcen, c'est le maximum vers le nord. Sur la partie sud, prévoyez 23 à Béchar, 30 à Tindo, 23 à Biskra, 24 à Hassim Saoud, entre 27 et 29 degrés au Sahara central, 29 au Sahara oriental, Taman Rasset et Janet. Et enfin, il fera chaud à l'extrême sud grâce à la présence du soleil. On notera 38 degrés, mais ça sera seulement pour l'extrême sud. Place à présent au continent européen. Aujourd'hui, en Europe, le temps sera mitigé. Les nuages prendront beaucoup de place. Dès le matin, ils seront assez denses par endroits. Côté température, ça ne bouge pas beaucoup, ça reste de saison. Il fera 11 degrés à Berlin, à Copenhague, Varsovie, 12 à Prague, 20 à Budapest, 13 à Londres, 15 sous la pluie à Dublin, 11 degrés à Paris, à Bordeaux, 16 à Madrid, 9 à Lisbonne, 23 à Rome et enfin, même température pour Athènes et c'est le maximum. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h50. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.météoalgérie.nz qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée, agréable moment avec vous. Mahlaz, à tout à l'heure et puis prudent sur la route.
La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci Fadel, à tout à l'heure, effectivement à midi. Quant à nous, dans quelques instants, on va parler littérature. Nous allons revenir également sur le Salon international du livre d'Alger avec 3 auteurs. Farida Saifi, mais également Bernard Deschamps et Jean-François Garde. Tous 3 vont nous parler de leurs ouvrages. Ça, ce sera juste après, d'ailleurs, la célébration du 1er novembre. Vous le savez tous, 1er novembre, avec ce 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Le 1er novembre, ça a été célébré aussi du côté de la coupole d'Alger, avec cette opérette, l'épopée, La nuit du destin. C'est parti avec ce compte-rendu signé Badia Amarni. Des tableaux magnifiques, de belles chorégraphies exécutées par des jeunes. Ces derniers ont fait vibrer les planches de la coupole. Cette épopée, La nuit des destins, a transporté le public vers les anciennes époques, marquées par les luttes du peuple algérien libre qui a de tout temps refusé le joug du colonialisme. En ce 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre, ce spectacle nous replonge depuis l'époque de Massinissa, en passant par la Kahina, les conquêtes islamiques jusqu'à l'émir Abdelkader, les leaders de la résistance et la martyre Lalla Fatma Soumer. Une épopée qui revient aussi sur l'indépendance de l'Algérie et les réalisations faites par ses enfants pour vivre ensemble en paix. قوة تاع نوفمبر فحتى قدرنا بشباب نسترجعوا السيادة تاعنا. Il y a eu le 1er novembre. Grâce à la jeunesse, nous avons recouvert notre indépendance et notre souveraineté. Il y a eu aussi la paix. L'Algérie a retrouvé la paix grâce à la politique judicieuse du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui est la réconciliation nationale. Rappelons aussi que l'Algérie a introduit une proposition à l'Organisation des Nations Unies qui a décidé d'instaurer le 16 mai comme journée internationale du vivre ensemble. Il y a des personnages réels de notre époque qui communiquent par Messenger. Un jeune garçon pessimiste ayant perdu tout espoir et une jeune fille qui parle avec lui sur un ton optimiste. À partir d'eux, nous replongeons dans l'histoire. Je fais partie de la chorale, donc Rani في الشام. وهذا البسا c'est le deuxième tableau qui est l'enterrement de Massinissa. Je participe dans plusieurs tableaux concernant l'histoire de notre pays. Ce costume que j'ai mis est celui de la fête de Massinissa. L'épopée La nuit des destins, un clin d'œil à l'histoire contée par des jeunes, retraçant la guerre de libération nationale, l'une des plus grandes révolutions à travers le monde, avec un lourd tribut, 1,5 million de chouhada. Voilà, c'était Badia Amarni, donc, qui nous parlait de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, qui a été célébrée d'ailleurs notamment du côté de la coupole, du côté du complexe olympique Mohamed Boudiaf et à la coupole, avec cette opérette épopée Nuit du destin. Alors ce matin, on va parler un peu littérature, on va parler surtout du SILA, c'est le carrefour de la littérature actuellement, le carrefour du livre pour dire plus précis. Ça se passe depuis quelques jours déjà, et ce matin, 2 auteurs déjà pour commencer avec nous. Madame Farida Saifi, bienvenue à vous. Safi-Eddine, bienvenue à vous. Merci. Bienvenue sur le plateau. Alors vous avez été enseignante pendant de longues années à l'université de Sétif, et puis depuis on va dire, on dit quoi? On dit retraite? Retraite, Oui, tout à fait. c'est pas le plus beau mot. Moi, j'aurais bien trouvé autre chose. Vous auriez dit quoi, vous? Changement d'activité. Ah, c'est pas mal, ça. Tout à fait. La retraite, c'est un autre job, quoi. Ouais. Vous allez nous en parler, vous aussi. Alors, du coup, vous êtes mis à l'écriture. Vous sortez votre premier ouvrage, Voix de femme, voix de fée. Et on en parle ce matin avec vous. Bienvenue à vous, bienvenue sur le plateau. Et bienvenue sur Canal. Merci. Aussi, de l'autre côté, nous avons avec nous monsieur Bernard Deschamps. Bonjour. Bonjour, j'allais faire la blague pourrie qui est bravo pour la Coupe du Monde, mais bon, je crois que c'est dépassé. Nous n'avons aucun lien de parenté. Mais c'est pas grave. Hein. Avec bravo pour l'entraîneur. bravo pour la Coupe du Monde quand même.
Merci. Alors, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment, c'est pas votre premier syllabe par contre, et notamment celui sur lequel on pourrait revenir aujourd'hui, entre autres, même si vous allez détailler votre bibliographie, le Fichier Z, un essai d'histoire sur la Fédération de France du FLN. Tout à fait. Bienvenue sur le plateau. Merci. Bienvenue chez vous. On commence par vous, madame. D'abord, vous deux, hein, comment se passe le syllabe? Très bien. Très bien. Beaucoup de monde. Oui. Ouais, beaucoup Non, mais de monde. vous, comment vous vivez l'expérience SILA? On commence par vous, oui, si vous voulez. C'est un échange. Comme c'est la première fois, je le vis très bien. Je trouve que il y a des contacts, il y a des échanges. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous attendiez à cela, quoi. Autant de monde, autant d'auteurs, autant de... Ben, je m'y attendais. Moi, je parle de votre ressenti, hein. Je vous demande pas de raconter le SILA. Je ne raconte pas le SILA, je m'y attendais. Oui. Et j'étais impatiente de rencontrer mes lecteurs, mes lectrices, de rencontrer d'autres personnes dans le même domaine que moi, de rencontrer des éditeurs. Il y a du monde qui passe au SILA et il y a des échanges qui sont très enrichissants. Ouais. Alors vous êtes édité chez El Ibriz, hein? Tout à fait. Alors du coup, votre première voix, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Bon, vous êtes né dans les années 50, à Borj Bareli, ça on peut le retrouver sur la dernière de couverture, c'est pas un problème. Vous avez fait un lycée à Sétif, ensuite vous avez fait l'université, et là vous êtes devenue d'ailleurs enseignante au département des langues étrangères à l'université Farhat Abbas, de 1980 jusqu'à 2002 à Sétif, puis je suis partie sur Ouergla. Oui. Ensuite, j'ai été à Borges pour les aider à démarrer un département de langues étrangères. C'était une jeune université qui avait besoin d'ouvrir d'autres départements. À quel moment vous avez pris votre... Et j'ai pris ma retraite en 2006. Oui. En 2006, j'ai arrêté d'enseigner pour justement me consacrer à d'autres activités, entre autres, à l'écriture. L'écriture qui n'est pas quelque chose de tout nouveau dans ma vie, parce que j'ai toujours écrit. Oui. C'est la première fois que je publie, mais mes écrits remontent à très loin. J'ai commencé à écrire très jeune, parce que j'ai commencé à lire très très jeune. On arrive à écrire et à ne pas sortir ces écrits, à les cacher, à les laisser dans des tiroirs? Au début, on écrit parce qu'on a besoin de s'exprimer de cette façon-là. On prend sa plume, on écrit un petit peu pour soi, on écrit un petit peu pour sa famille. Oui. J'écrivais beaucoup de contes pour mes enfants quand ils étaient petits. C'était aussi un moyen pour moi de régler mes petits problèmes quand je n'arrivais pas à trouver des arguments, par exemple dans des conflits familiaux. J'écrivais ce que j'avais envie de dire et ça permettait de renouer le lien et de redémarrer sur de bonnes bases, parce que j'avais pu exprimer. Vous écriviez pour vous-même ou vous écriviez pour l'autre aussi? J'écris pour l'autre, déjà pour mes enfants. Oui. Et j'écrivais aussi pour toute ma famille. Ensuite m'est venue l'envie d'agrandir mon cercle. C'est ça. Et donc de là est venue l'envie de me faire éditer. Il faut dire que j'ai été encouragée aussi par beaucoup d'amis qui trouvaient que je devais essayer de me faire éditer. Parfait, on va en parler dans quelques instants. Voix de femme, voix de fée. Avec vous, Bernard Deschamps, vous, l'envie d'écrire a commencé quand? À partir du moment où j'ai changé d'activité, donc à la retraite. En fait, c'est la poursuite d'un combat de ma jeunesse. J'étais très engagé dans le combat anticolonialiste. Ouais. Et quand j'ai arrêté mes activités par ailleurs, j'ai donc entrepris un travail de recherche sur l'histoire des combattants algériens qui vivaient dans ma région, en France, dans les Cévennes, des mineurs algériens des Cévennes qui ont combattu pour l'indépendance. Donc j'ai entrepris un travail de recherche à cette époque-là, et les choses, voilà. Auparavant, vous étiez dans quel domaine? Alors, j'ai eu plusieurs vies, monsieur. J'ai d'abord été instituteur pendant 15 ans, et puis je suis devenu ensuite un militant politique, et j'ai été ensuite élu pendant de nombreuses années. D'accord. En tant que? Député et conseiller général. Bienvenue à vous. Merci. Bon, je pensais que vous alliez nous dire maire, donc j'allais vous appeler monsieur le maire.
Monsieur le député, c'est un peu pareil. Alors aujourd'hui, vous consacrez à l'écriture. Combien d'ouvrages à votre actif? Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les titres que vous avez déjà sortis? Oui, alors le travail de recherche historique porte donc sur une région très particulière, qui est le bassin minier des Cévennes et le département du Gard, dans le sud de la France. Donc c'est à la fois l'évolution de l'opinion publique française pendant les 8 années de la guerre d'indépendance et le combat singulier des mineurs algériens des Cévennes. C'est l'objet de 2 livres, un qui s'appelle « Les Gardois contre les guerres d'Algérie » et l'autre qui s'appelle « Le fichier Z, essai d'histoire », enfin ce que vous avez dit tout à l'heure. Ensuite, j'ai eu, qui est édité également chez Ali Brise, Chroniques algériennes 2006-2016. Ce sont les chroniques que j'ai écrites donc, dans cette période. C'est une période, vous le savez, tout à fait singulière, puisque c'est la période de sortie de la décennie noire, puisque la charte de réconciliation nationale a été adoptée par référendum, si je ne me trompe, en 2005 et commence à être appliquée en 2006. Et en même temps, ça couvre deux mandats présidentiels en France, celui de Sarkozy et celui du président Hollande. Donc ce sont les articles que j'ai écrits, qui sont publiés sur mon blog en même temps. Voilà. Et puis j'ai d'autres livres qui sont édités en France, qui sont mes chroniques de voyage en Algérie. Mais ils seront peut-être édités aussi un jour en Algérie, on verra. Alors, on est dans deux univers d'écriture complètement différents. Là, on s'intéresse plus à l'histoire. Davantage, oui. Et la politique aussi, parce que l'histoire, c'est la politique, qu'on le veuille ou non. Oui. Et puis de l'autre côté, on va s'intéresser plus à la société, à la femme. Et dans ce titre-là, Voix de femme, voix de fée, vous vouliez dire quoi en réalité derrière ? Parce que vous le dites à un moment, les femmes naissent toutes avec des voix dans leur tête. Tout à fait. On essaie de comprendre un peu quelles sont ces voix-là et que disent-elles en réalité. Je parle des voix de femmes, d'abord des voix de femmes qui ne sont pas entendues, ou alors si peu. Et je parle aussi d'un univers où la femme est discriminée, où on muselle ses voix carrément. Donc j'ai voulu donner de la voix à toutes ces voix qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas entendre. Ouais. Donc, et c'est à travers l'histoire d'une famille algérienne sur 3 générations que j'explique comment certains comportements relaient une discrimination sans même que les personnes soient conscientes du fait qu'il y a discrimination, qu'il y a envers les femmes. Des comportements qui paraissent innocents, mais si on y réfléchit, ils mènent à une discrimination certaine de la femme, à un écart de la femme de la vie. Des comportements de tous les membres de la famille. Oui. C'est des comportements qui sont hérités, qui paraissent naturels, normaux, et c'est des comportements qu'on voit de mère en fille, de père en fils. Oui. Et ces comportements... Vous dédonnez la responsabilité de la société patriarcale dans laquelle on vit, c'est un peu ça? C'est-à-dire que vous dites qu'en réalité, c'est pas qu'on le fait exprès, mais que c'est dans nos gènes, que c'est dans nos traditions, qu'on est avec et puis qu'on devient en fin de compte. Non, absolument pas. Ça n'est pas dans nos gènes. C'est des comportements qui sont appris, qui sont acquis. Oui. C'est des comportements. Maintenant, la responsabilité, c'est plus compliqué que ça. La responsabilité, c'est évidemment la société patriarcale, mais je dirais que c'est quelque chose de commun à pratiquement toutes les sociétés, partout, ailleurs. Je veux dire, la femme n'est pas uniquement discriminée chez nous, elle est discriminée un peu partout ailleurs, même dans les pays où on dit que la femme est libérée. Absolument. Elle est exploitée également. Il y a différentes formes d'exploitation. J'allais vous dire. Après. Il y a différentes formes d'exploitation. Oui. Moi, je m'attache à expliquer la forme d'exploitation qui régit les relations entre hommes et femmes chez nous, à travers le récit d'une famille, donc sur 3 générations, où il y a beaucoup trop de filles, et comment ces filles arrivent à s'exprimer ou à ne pas s'exprimer dans le cadre de cette histoire-là. Comment se porte la femme aujourd'hui dans la société algérienne? Elle est beaucoup mieux qu'il y a
qu'il y a des années, elle est beaucoup mieux. Les filles sont très nombreuses au niveau des universités, elles sont présentes dans tous les domaines. Elles sont plus nombreuses que les hommes. Elles sont plus nombreuses, les statistiques sont là. Elles réussissent mieux, j'irai plus loin, je dirais, les femmes réussissent mieux à l'université que les hommes. Vous dites fièrement. Bien sûr, je suis fière, j'appartiens à cette communauté de femmes. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole, pour que leur voix soit entendue, parce que j'estime que quand on arrive à des accomplissements tels que les accomplissements des femmes chez nous, il faut un peu les laisser un peu plus libres de s'exprimer, parce qu'elles ont tant de choses à donner. Y a-t-il des femmes symboles dans la société algérienne? Moi, Vous avez parlé de Fatma Nsoumer, c'est beau, c'est bien, c'est grand, c'est ce qu'on veut, ça porte plein de valeurs. Mais vous savez très très bien que l'ensemble de la population algérienne ne connaît pas réellement l'histoire de Fatma Nsoumer, ne connaît pas les valeurs que portait Fatma Nsoumer, ne connaissait pas le combat de Fatma Nsoumer, que ça reste un nom, comment on dirait, c'est-à-dire qu'on connaît très peu de choses sur Fatma Nsoumer et on connaît très peu l'histoire de notre pays de toute manière. Donc du coup, qui sont les symboles aujourd'hui dans chaque pays, vous avez des femmes qui ont été la locomotive de l'ouverture d'esprit, de l'avancement de la situation des femmes sur le plan professionnel, sur le plan sociétal, sur le plan familial, sur beaucoup de points. Aujourd'hui en Algérie, est-ce qu'il existe des femmes où on dit la femme algérienne veut ressembler à cela, la femme algérienne est portée par ce combat, celui de cette femme-là? Est-ce qu'elle existe, cette femme? Je dirais, elles existent au pluriel. Oui, mais pas elles ont existé, elles existent. Sans nom. Et en ce qui me concerne, moi je suis portée par les moutahidat et les shahidat qui, du jour au lendemain, ont quitté leur famille et sont montés au maquis alors que rien ne les préparait à quitter le giron familial. Là, on est dans l'exemple symbole. Ça, c'est justement, vous avez parlé de symbole. Oui, et ça, c'est mon symbole fort. Avant, il y a eu beaucoup de femmes. Après, il y en aura, je l'espère. Mais ce symbole-là, pour le moment, est très très fort pour moi. Je dis qu'on doit s'inspirer du sacrifice qu'ont fait ces femmes pour faire avancer la cause des femmes. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Maintenant, je parle des générations 80, 90 et 2000. Quelle est leur référence aujourd'hui? Leur référence, je pense que là, je ne suis pas de cette génération et je ne saurais répondre à leur place. Je ne saurais répondre à leur place, mais je vois des femmes qui sont complètement anonymes et qui sont dignes d'être citées comme exemple. Je vois toutes les petites jeunes filles qui sortent et qui travaillent maintenant pour ne pas rester dépendantes et ne pas rester confinées au foyer, qui prennent des responsabilités qui étaient autrefois dévolues aux hommes. Maintenant, il y a beaucoup de filles quand même qui prennent en charge leur famille, leur papa, leur maman, leurs petits frères, leurs petites sœurs. Quels sont les combats des femmes aujourd'hui? Les combats des femmes. Le combat de la femme, par excellence. Le combat de la femme. Moi, je dirais comme vous avez s'imposer sur le plan professionnel, c'est arrivé jusqu'au président de la République qui a même demandé qu'au niveau du Parlement, il y ait une parité, qu'au niveau du Sénat, il y ait une parité, qu'au niveau des hauts cadres de l'État, qu'il y ait une parité, que ça aille à la méritocratie, évidemment, mais que les femmes ne soient pas écartées parce que ce sont des femmes. Mais quel est l'autre combat qu'attendent les femmes aujourd'hui? Vous savez très bien que dans les entreprises privées, on s'en fiche royalement des hommes et des femmes. Le plus important, c'est la compétence. Donc je veux dire, aujourd'hui, en public, privé, on est d'accord sur la question, professionnellement. On n'a pas de disparité de salaire, contrairement à d'autres pays comme la France. Exactement. Tout à fait. Parce qu'en Algérie, de toute façon, on est payé selon des barèmes. Donc du coup, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qui est bien et pas bien en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez être compétent, un autre est incompétent et vous êtes payé au même prix. En France, nous avons beaucoup de retard dans ce domaine. Oui, ça c'est clair. Enfin, mais nous on parle du cas algérien, je veux dire, je ne suis pas là pour critiquer la France aujourd'hui, mais quel est le combat par excellence pour la femme aujourd'hui? Quels sont les défis, allez, pas le combat, les défis qu'attendent les femmes? Vous avez parlé de parité, moi je ne crois pas beaucoup à la parité parce qu'elle ne va pas de faire, comme vous avez dit, avec le mérite. Le combat aujourd'hui ne se situe pas sur le plan du travail parce que, comme vous l'avez mentionné, nous bénéficions quand même de lois qui protègent la femme sur le plan de ses droits en ce qui concerne le salaire, etc., l'accès au travail.
Le combat se tout le monde situe... est pareil, tout le monde est logé à la même enseigne. Tout à fait, tout à fait. Le combat se situe au niveau social. Oui. C'est là, maintenant, que la femme combat. Elle combat dans la rue pour qu'elle ne soit pas discriminée dans la rue. Elle combat dans la rue pour qu'elle ne soit pas chahutée ou harcelée ou insultée dans la rue. Et les femmes sont insultées dans la rue algérienne, qu'elles soient vieilles ou jeunes, qu'elles portent le hijab ou qu'elles soient non voilées. On refuse leur présence dans l'espace public. C'est ça. Le combat se situe à ce niveau-là. C'est des comportements à changer, des comportements à carrément éliminer, parce que ça ne favorise pas l'entente entre les hommes et les femmes. Ouais. Vous savez, moi, mon discours, il n'est pas féministe. Non, il est réaliste, moi, je trouve. Sur l'espace public, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que la femme qui s'est encore insultée aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec vous parce que je suis féministe, je suis d'accord avec vous parce que je suis réaliste et que comme vous, on ne peut plus voiler la face et on doit regarder la réalité de la société. C'est une société qui est intolérante d'une certaine manière, les hommes, je parle des hommes, envers les femmes. Certaines femmes aussi sont intolérantes envers d'autres femmes. Il faut le relever. Ah, ça c'est pas moi qui vais le dire. Non, mais je le relève. Oui. Mais moi, je dis, les femmes ont été bien dressées par les hommes. Ah, c'est quand même un mot qui est dur. Non, c'est la réalité. Oui. Il y a eu des comportements qui ont été acquis, qui viennent des hommes, évidemment. Il semble comme ça que l'intérêt des hommes soit dans la discrimination des femmes et le maintien des femmes dans une dépendance. Maintenant, certaines femmes se font le relais de ce pouvoir de maintenir les femmes dans une situation de dépendance. Et ça, c'est le fait des hommes. Femmes publiques politiques. Je parle aussi de certaines femmes publiques. On ne citera aucun nom, mais vous parlez de ça aussi. Je parle aussi de ça. On est bien d'accord. On sait de quoi on parle. Alors du coup, ce matin aussi, que pensez-vous du discours de Madame? D'abord, le discours de Madame qui est relatif à un ouvrage déjà, parce qu'elle parle de voix au sens, la partie vocale de la femme, et de voix en termes de chemin à prendre aussi, voix de fait en réalité. Les violences que subissent les femmes, elles sont multiples. C'est bien exprimé en tout cas sur votre couverture. Juste, je finis avec ça et je passe à monsieur et je vous demanderai de réagir juste après à ce que dit madame et ensuite on repartira sur l'histoire. Comment est perçu votre ouvrage, vos lectrices et vos lecteurs? Parce que bon, je veux dire, il n'existe pas de plume féminine pour les femmes, de plume masculine pour les hommes et de plume masculine pour les femmes aussi. Ce serait très réducteur. Ce serait très réducteur, mais vos lecteurs en général, comment réagissent-ils quand ils viennent vous voir, quand ils viennent vous parler de votre ouvrage, qui n'est pas sorti à l'occasion du SILA, il est sorti bien avant si je ne me trompe pas. Il est sorti au début de l'année 2018. C'est cela. Donc du coup, quelles sont les réactions jusqu'à présent? Mais très positives. Oui. Très positives pour la plupart. On se retrouve dans ce que vous dites? Tout à fait. Beaucoup de personnes se reconnaissent dans les personnages de mon roman. C'est ça. Et j'ai été vraiment ravie de la réaction de certaines personnes masculines qui ont dit que maintenant, ils comprenaient qu'il y avait une injustice. Ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait une injustice au sein d'une famille, dans la vie d'une famille de tous les jours. Et ça, on ne peut pas me faire meilleur compliment que de dire que je réveille les consciences. Le pire ennemi de la femme, c'est la femme. C'est ça ce que vous Le pire ennemi de la femme, c'est la femme. Mais si la femme devient l'ennemi d'une autre femme, c'est bien parce que l'homme s'est attelé à faire en sorte que ça se passe comme ça. Je veux dire, ça complète, ça boucle. Réaction à ce que disait madame, monsieur Deschamps? Il y a du ressort parmi les Algériennes. De la force. Ouais. De la force. Alors moi je suis d'une génération où pour moi les héroïnes algériennes c'est Djamila Boupacha, Djamila Bouhired, etc. C'est ça. Et j'ai la chance de bien connaître Anis Tenner, qui est une amie très proche. Voilà. Aussi je crois des exemples et qu'il ne faut pas oublier. Je peux en citer un autre? Oui, allez-y. J'admire Assia Djebar, c'est un de mes auteurs préférés, monsieur. C'est aussi, je crois, un bel exemple de femme algérienne et en plus avec une culture très métissée.
C'est cela. Franco-algérienne. Son discours de réception à l'Académie française, c'est un monument. Alors du coup, avec vous, Bernard Deschamps, vous signez lequel de vos livres à l'occasion du SIDA? Il y a une signature pour vous ou pas? Oui, c'était mercredi, oui. J'ai signé les 3, tous ceux qui y étaient. Ça s'est bien passé. Alors, je suis, moi, chaque fois étonné du nombre de personnes qui fréquentent ce salon. Vraiment beaucoup de monde. Il m'a semblé, mais je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres exacts, il m'a semblé qu'il y en avait encore davantage cette année. Et alors, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de familles avec des enfants et qui ne sont pas venus simplement curieux, mais qui repartent avec des sacs en plastique avec des livres. Donc, on n'a pas forcément ça dans tous les pays, monsieur, cet attrait pour la lecture. Le dernier salon que vous avez fait, c'était Alger aussi? Oui, c'est ça. Oui. Enfin non, le dernier, c'était... Je suis déjà venu à Alger. Non, le dernier salon auquel j'ai participé, c'est un salon un peu particulier, il y avait beaucoup de monde aussi, c'est le village du livre de la Fête de l'Humanité à Paris, au mois de septembre dernier. Quelle est la place de l'histoire aujourd'hui? Comment est-elle... Bon, quelle est la place de l'histoire? J'y reviendrai pour finir, mais comment sont perçus vos livres de l'autre côté de la Méditerranée? Anticolonialiste, dans un monde qui a du mal à assumer son propre histoire. Je dis un monde, hein, je ne parle pas d'une France qui n'assume pas son histoire. Il y a un non-ensemble de pays qui l'assument, qui ne l'assument pas complètement ou qui l'assumeraient en faisant du tort aux autres. Alors du coup, vous avez le cas palestinien, comme vous avez d'autres cas aussi de colonisation pure. Comment sont perçus vos ouvrages? C'est un combat qui est compliqué. En France, on n'a pas surmonté encore cette période particulièrement douloureuse. Et puis ce conditionnement qui existe depuis si longtemps, l'Algérie était considérée comme... l'Algérie c'est la France, avait dit François Mitterrand, n'est-ce pas? 3 départements français, en fait, et c'est pas complètement surmonté encore, cette idée, ce sentiment de supériorité, qui plonge loin, qui plonge y compris dans la philosophie des Lumières. On a le sentiment que nous serions plus forts, plus intelligents, porteurs de valeurs que d'autres n'ont pas, qu'il nous faudrait porter. Voilà, il y a tout ça à surmonter en France, donc ça fait partie des tâches auxquelles j'essaye de participer dans la mesure de mes moyens. En tout cas, on vous souhaite longue vie, pleine de succès, pleine de rencontres et d'échanges. C'est gentil, monsieur, mais à mon âge, longue vie, c'est quand même limité encore maintenant. C'est sympa quand même. Moi, je suis payé pour le lire et le penser en plus. Sans être payé, je le pense. Je vous souhaite vraiment une vie heureuse. Je ne vais pas vous souhaiter une fin de vie, je vous souhaite une vie heureuse, pleine de belles rencontres, pleine d'échanges, pleine de magie. Enfin, j'ai de belles rencontres, effectivement. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, Bernard Deschamps. Merci encore. Entre autres, un de vos ouvrages, Le Fichier Z, un essai d'histoire sur la Fédération de France du FLN. Avec vous, Madame Ferida Safieddine, voix de femme, voix de fée. Ce qui vous lie, c'est la maison d'édition. Vous êtes chez El Ibriz Édition. Vous êtes d'ailleurs au Salon international du livre d'Alger. En ce week-end, on vous conseille d'y aller. Même si il pleut, c'est quand même agréable. Et ils devraient juste un peu corriger leur parking parce qu'après, ça devient... c'est un terrain de rugby mouillé, quoi. Et utiliser les transports en commun parce que l'accès est difficile. Ça c'est vrai. C'est mieux en plus. C'est pas mal. C'est vrai. Merci encore. Merci d'avoir été là. Bonne chance. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de succès. Merci de nous avoir reçus. À vous deux. Merci encore d'avoir été là. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec un autre auteur cette fois-ci. Alors, il nous vient de France lui aussi, Jean-François Garde, à la rencontre de l'Aurès, 50 ans d'amitié 66-2016. Ça, ce sera dans quelques minutes, juste après d'ailleurs, ce reportage de Mounena Welhamoudi qui a été, elle, au Salon du Livre. Allons-y. Les chercheurs académiques, les enseignants et les étudiants visitant le Salon du Livre, la destination phare est bel et bien le stand de l'Office des publications universitaires. Avec plus de 100 ouvrages et 120 titres réédités, l'OPU est l'univers idéal pour la famille universitaire. Le stand enregistre chaque jour une affluence notable. On a à peu près plusieurs disciplines, telles que médecine, technologie, littérature et surtout Tamazirt. On a 6 titres, comment apprendre Tamazirt. Et on est là
au sein de l'université pour satisfaire nos étudiantes et étudiants algériens. On essaye d'être à jour avec la nouvelle technologie et tout. On essaye de faire un ouvrage ciblé pour l'étudiant à un prix symbolique. Ils ont exposé des ouvrages dans toutes les spécialités. J'ai trouvé des livres de médecine très intéressants. Les prix sont abordables de façon générale, mais certains restent relativement chers. Ma filière scientifique, c'est les livres scientifiques, mathématiques, sciences, physique. Les livres, ils m'intéressent beaucoup. D'autres maisons d'édition, à l'image de l'ANEP et les éditions ENAG, proposent également de nombreux ouvrages scientifiques. Des livres pédagogiques dans différentes spécialités y sont exposés. Pour le livre scientifique, nous sommes plus axés sur le livre scientifique pour enfants, destiné aux enfants, en particulier tout ce qui a trait à l'archéologie, l'astrologie, la science humaine, la médecine aussi, le corps humain. Voilà, donc on a toute une collection sur ce domaine-là. Nous avons aussi quelques ouvrages destinés aussi pédagogique destiné à l'université, en particulier un livre sur le cancer du sein. Univers idéal pour les passionnés de lecture, le Salon international du livre d'Alger se poursuit jusqu'au 10 novembre. C'était signé Mounana Ouelhamoudi. Et en parlant du Salon du livre, toujours après Farida Safieddine, après Bernard Deschamps, place à présent à notre troisième auteur ce matin sur le plateau, Jean-François Garde. Bienvenue à vous. Merci. Alors, à la rencontre de l'Aurès, 50 ans d'amitié, 66-2016. Alors, vous racontez d'abord c'est votre premier ouvrage. Ah oui. Déjà, commencez. C'est votre premier ouvrage. Vous racontez votre histoire à vous, oui, celle de la rencontre de l'Algérie, parce que vous faites la rencontre de l'Algérie, non pas de 54 à 62, comme beaucoup de Français de l'époque, mais vous, c'est plutôt à l'indépendance. Alors, voilà. Vous arrivez en Algérie en 66. Entre 66 et 69, vous restez 3 années. Vous êtes enseignant, coopérant, dans un lycée à Betna. Ouais. Et ma première question, parce qu'on va parler de votre livre comme on pourrait parler d'une histoire, pour donner envie à ceux qui nous regardent. Après, je ne reviendrai pas sur la sémiologie, je ne reviendrai pas sur le style, le genre et tout. Ça, j'y serais Wikipédia le faire à ma place. Mais j'aimerais bien qu'on raconte un peu l'histoire. Et quand on vous dit, vous partez en Algérie en 66, c'est une volonté personnelle, ou est-ce qu'on vous dit, tiens, il y a un poste en Algérie, vas-y? Non, c'est une volonté personnelle. Hein. Ouais. J'ai terminé mes études d'ingénieur à Marseille, et il fallait que je fasse mon service militaire à l'issue de ces études. Et donc, j'ai demandé à le faire dans le cadre de la coopération. Oui. Et j'ai demandé d'aller en Algérie. Oui. Je ne savais pas où. Hein. Oui. Ça aurait pu être Oran ou autre. Et je suis arrivé à Betna. On vous a parachuté d'une certaine manière. Voilà, tout à fait. Vous restez 3 ans. Alors, vous y allez à reculons ou vous y allez avec plaisir? Non, avec plaisir. Si j'ai demandé à venir en Algérie, c'est qu'à Marseille, j'avais rencontré un jeune homme du sud des Aurès, ouais, de la famille était à Biskra, et c'est avec ce contact que j'ai eu envie d'aller en Algérie. Alors vous dites, vous arrivez en Algérie, vous découvrez un pays indépendant avec une... c'est ce que vous dites, hein. Je ne suis pas dans la démagogie, je veux dire, si vous dites autre chose, je dirais autre chose. Mais je dis vraiment ce qui est raconté dans votre ouvrage, vous dites un pays indépendant avec une volonté de faire, d'avancer et une jouissance extrême de son indépendance. Oui, oui. Et qu'est-ce qui vous marque à ce moment-là, les premiers jours déjà? Allez-y, allez-y. Ce qui me marque, c'est la volonté des élèves, oui, de réussir. La plupart étaient issus de villages souvent isolés, ils étaient donc pensionnaires. Et j'ai eu le sentiment qu'ils étaient porteurs de tout l'espoir de leur village, de leur famille, pour avancer. Voilà. Ça, moi qui étais un professeur débutant, totalement, ouais, aucune expérience, ça m'a fait prendre conscience que je devais répondre à cette attente qui était forte. Et il fallait donc... Comment était la population de l'époque, 4 ans après l'indépendance? Vous arriviez en tant que professeur? Oui. Français? Oui. Ancien colon? Oui.
qui arrivait avec peut-être autre chose. Bon, j'imagine que vous, personnellement, vous n'étiez pas non plus un colonialiste féreux et en l'envie de recoloniser en enseignant, mais je veux dire, comment était perçu j'ai l'impression qu'on n'était pas vécu comme des colons ou d'anciens colons. On était vécu comme des maîtres, des professeurs. C'est ça. Voilà. Et de la tolérance. Et donc, il y avait beaucoup de respect pour nous. Moi, j'étais surpris, on m'appelait Chir. Vous voyez, c'est ce côté-là. Et il y a aussi un point important, c'est que les parents qui nous confiaient leurs enfants. Vraiment, on avait, j'allais dire, presque tout pouvoir. Je me souviens même d'un monsieur qui m'avait dit, si mon fils n'est pas sage, vous le battez, quoi. Ça continue jusqu'à maintenant. non, mais c'était donc cette confiance des parents aussi nous obligeait à faire le maximum. Vous restez 3 ans en Algérie. Qu'est-ce qui vous marque le plus pendant ces 3 années? Quels sont les souvenirs qui restent encore, même si on les retrouve dans cet ouvrage? Oui, bien sûr. Alors, à Batna, à cette époque, il y avait une bonne entente entre les coopérants et les élèves et les habitants. On se retrouvait au cercle des enseignants algériens. On donnait des cours du soir pour tous ceux qui devaient avoir un bagage suffisant pour enseigner en primaire. Voilà, donc il y avait beaucoup de travail commun. Et puis il y avait aussi beaucoup culturellement, une effervescence culturelle. Par exemple, il y avait des groupes de musique, Mahalouf, constantinois, auxquels je participais comme spectateur, mais je sortais avec les jeunes, on allait, voilà. Il y avait le festival de Timgad qui a eu sa création. Beaucoup de gens de Batna, de mes amis algériens ou coopérants ont participé à cette création. Et puis aussi, c'est ce que je raconte dans la deuxième partie du livre, j'ai eu l'occasion, je n'avais pas de véhicule, de faire des marches dans les Aurès, des marches de 4 jours, avec 2 ou 3 camarades, soit coopérants, soit des jeunes Algériens. Et ça m'a beaucoup marqué, parce qu'on arrivait dans des villages qui étaient isolés. Si on voulait se déplacer, il fallait marcher sur des petites pistes, ou même des fois sur des petits chemins. Et on recevait l'hospitalité, une hospitalité, je dirais, naturelle. On était reçus par les... Le départ, comment vous l'avez vécu? 69? Alors, 69, c'était difficile. J'aurais pu rester... Le métier d'enseignant m'a plu. Mais j'avais un diplôme d'ingénieur. Ma mère s'était sacrifiée pour que j'arrive à ça. Et c'était pas raisonnable de rester coopérant toute ma vie. Donc je suis rentré à Marseille, à Paris. C'est quoi, en arrivant en pleurant, on repart en pleurant, c'est un peu ça? Non, je suis pas parti en pleurant. Mais c'est vrai que le retour était... Oui, un peu triste, mais il me semblait qu'il fallait que je tourne la page. C'est ça. Et la page ne s'est pas tournée. 45 ans après. Voilà. Mettez 45 ans pour revenir en Algérie. En 45 ans, vous n'avez jamais, ça ne vous a jamais tatillé l'esprit, ça vous a jamais piqué l'envie d'y aller, de revenir, de faire un tour Alors quand même, il n'y a pas tout à fait 45 ans, j'ai quitté en 69, mais je suis revenu en 70, à l'été 70, juillet 70, alors que je venais juste de me marier avec mon épouse. C'était mon voyage de noces. Vous êtes allé où? Aux Aurès toujours? Les Aurès, Batna, Biskra. Il a fait son voyage de noces à Batna. C'est bien, je salue l'effort. Oui, ça ne doit pas être fréquent. Oui, ça ne l'est pas, je vous dis. Voilà, donc, et après, bien sûr, il y a eu ça aurait pu être une parenthèse, mais 3 années en rajoutant ce petit voyage. Après, il y a les enfants, le boulot, plein de choses qui fait que les relations sont restées, mais de plus en plus ténues. C'est ça. Mais elles n'ont jamais été coupées. Mais quel a été le déclic pour Alors, le déclic, c'est ce que je raconte dans l'introduction. C'est un peu un concours de circonstances. La maladie de mon épouse m'obligeait à rester beaucoup à la maison, de ne pas trop la quitter. Ensuite, j'ai voulu récupérer des vieilles diapositives de l'Algérie que j'avais fait en me disant elles vont s'abîmer, il faut que je les numérise. Donc je me suis replongé dans tout ce monde que j'avais vu. Et à partir de là, j'ai eu envie, sur Internet, de retrouver quelque chose. J'ai recherché et
de fil en aiguille, là, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, de fil en aiguille, j'ai retrouvé des anciens élèves qui avaient créé un site à Batna. Et voilà, et ensuite je suis retourné. Vous avez votre photo aussi? Oui, je suis retourné en 2014 là-bas. Pour une rencontre des anciens élèves. Et aujourd'hui, c'est mon 4e voyage en Algérie. 4e voyage. Vous revenez aussi avec un livre. Voilà. Alors, un livre à la rencontre de Dolores, 50 ans d'amitié, 66-2016, sorti aux éditions Chihab. C'est votre premier SILA cette fois-ci. Ah, c'est mon premier SILA. Comment? Ah, bah, ça a été une grande joie. Mais j'ai surtout été à Batna, à Biskra et à Alger. Et j'ai retrouvé aussi beaucoup d'anciens élèves et découvert de nouveaux amis aussi que j'avais trouvés sur Facebook, sur le groupe L'Écho des Aurès. Donc formidable. L'aventure écriture vous donne envie de poursuivre, d'écrire autre chose, d'aller... Moi, ce que j'ai dit lors de mes interventions à Batna et Biskra, j'ai dit c'est à vous d'écrire. C'est à vous les Aurésiens, d'écrire votre histoire, vos villages, tout ce que vous voulez, mais c'est à vous. Non mais moi je parle de vous. Hein. Oui, non, mais donc moi je ne pense pas continuer d'écrire. Peut-être pour familial, mais enfin voilà. Ça, parce que ce livre, c'est mes élèves qui l'ont voulu. Hein. C'est eux qui ont pris contact avec l'éditeur. Hein. Moi j'ai rien fait en fait. Alors une chose. C'est fabuleux ça. Et oui. Une chose aussi que je vais rajouter, c'est que c'est un récit personnel certes, mais il a été enrichi de beaucoup de témoignages. Des élèves, des amis algériens, et puis par le biais des groupes Facebook, beaucoup de commentaires enrichissent. Voilà, le texte. C'est un peu collectif, finalement. C'est ça. Comment va votre épouse depuis ? Ça se maintient. Voilà. Vous ne pouvez pas dire à un Algérien mon épouse était malade sans qu'il vous dise comment elle va aujourd'hui. C'est très gentil. Ça, c'est la moindre des choses. Ceci-là vous a apporté quoi sur le plan personnel ? Moi, j'étais d'abord très étonné par la foule. Je suis arrivé le 1er novembre, j'étais là-bas, et hier aussi. Oui, c'est incroyable, comme ça attire du monde, c'est formidable. On vous souhaite longue vie. Merci beaucoup. Beaucoup de succès. Merci beaucoup, monsieur. Beaucoup de belles choses, beaucoup de belles rencontres. Merci. Et je suis content d'avoir rencontré, non pas un nostalgique, même s'ils ne le disent pas aujourd'hui, non pas un nostalgique de l'Algérie française, mais plutôt un nostalgique de l'après-indépendance qui a vécu ici, qui raconte de belles choses, qui raconte de belles rencontres, qui raconte surtout l'histoire d'hommes et de femmes de cette époque-là. Et que vous racontez en tout cas dans cet ouvrage que l'on vous conseille aujourd'hui, à la rencontre de Dolores, 50 ans d'amitié, 66-2016, paru aux éditions Chihab, signé Jean-François Garde, même si modestement il vous dira que c'est un ouvrage collectif d'une certaine manière parce qu'il a été poussé par ses anciens élèves et d'anciens amis à écrire et à retranscrire son vécu. Merci encore. Merci beaucoup monsieur, merci. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Merci d'avoir été parmi nous. Nous, on va où ? On va du côté du désert ou des portes du désert pour retrouver Majid Benqassi. Alors, il y a le rallye Sahari qui a commencé, qui a débuté hier, et ça tombe bien, c'est Majid Benqassi qui peut nous en parler ce matin. Majid, bonjour, c'est à vous. Mais allez, c'est pas un problème. Voilà, alors en attendant de le retrouver, ce qu'on va faire exactement, c'est qu'on va suivre déjà le résumé de la première journée, puis juste après, ce sera Majid en direct. Allons-y. L'Oasis Rouge, 570 km. C'est en fait la première véritable étape de ce Sahari Rallye International dans sa 4e édition. Après avoir rallié Brezina depuis Alger dans la wilaya de Al-Bayad, le départ de l'étape a été donné depuis le merveilleux site de Rour Bent El Khas. Ça fait un moment qu'on attend et voilà, ça va partir. Et vous êtes prêt comme je disais, c'est la première fois, c'est une nouvelle voiture. Deuxième participation. Oui, l'année dernière, on n'a pas fini, casse moteur. Et cette année, j'espère finir déjà. Voilà, et j'espère qu'on va s'amuser. Vous êtes une équipe de Timimoun. Oui, oui, c'est le club de Timimoun. Piste, erg et bien sûr dunes de sable sont au rendez-vous dès les premiers kilomètres de ce premier parcours avec quelques bobos juste au début de la course.
petite la panne. malchance. Non, une petite panne parce que je suis tombé dans le WED là, tu vois. Le WED là, il est plein d'eau. Ouais. Et la moto s'est enfoncée dedans et elle est tombée dans l'eau. Vous n'avez pas vu l'eau, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais, il y a une butte là, j'ai pas vu la butte. Et bien sûr, c'est reparti pour une spéciale de 205 km et 100 km de piste. Première partie, c'était de la pierre, donc voilà, une centaine de kilomètres de pierre, et ensuite c'était du sable, beaucoup plus intéressant quoi. C'était bien, il y avait du sable, ça, des dunes, c'était parfait. Bien amusé, hein? Ouais, bien amusé, ouais. Après une spéciale de 205 km dans les dunes, une autre de 100 km qui a suivi juste après la spéciale. Comme d'habitude, c'est toujours les pilotes de moto qui sont arrivés les premiers ici. D'abord pour un petit arrêt gasoil et dans le carburant, et reprendre ensuite la route pour arriver sur Timimoun dans 270 km. C'est un peu l'étape qu'on appelle l'étape de liaison, qui sera bien sûr chronométrée avec le temps, donc il y a un temps à ne pas dépasser. Alors nous avons donc avec nous Majid Benkassi en direct. Majid, bonjour. Ah, Majid Benkassi qui suit pour nous aujourd'hui le rallye Sahari. Allez-y, on y va. Racontez-nous un peu cette nouvelle étape, celle d'aujourd'hui, où vous vous trouvez et bon, où je sais vous qu'il y a un partez. petit retard dans... D'abord, je vais vous parler un petit peu donc du coup d'envoi qui a été donné avant-hier depuis Alger, depuis Souidania, donc dans une étape de liaison, de 550 km sur El Bayad Brezina. Brezina, donc c'est une localité à proximité de El Bayad. Et donc après une nuit passée à Brezina, on a repris le chemin, donc direction Timimoun, qui connaît pas Timimoun l'Oasis Rouge. Donc on a pris l'étape d'hier, c'était l'étape qui est scindée en deux, donc une demi-étape qui allait sur une spéciale de 205 km, comme je le disais dans le reportage, et un 100 km de piste, et puis c'est la suite, donc c'est toujours l'étape de liaison sur 270 km, jusqu'à ici, donc Timimoun, où on a les domiciles, donc on est ici sur cette 4e édition. Il faut rappeler aussi, on n'oubliera jamais de le rappeler, que cette édition est dédiée à Behloul Chihab, l'ancien président de la Fédération algérienne de sport mécanique, qui a beaucoup fait pour le retour de ce rallye en Algérie dans l'agenda, dans le calendrier de la Fédération algérienne des sports mécaniques. Ce qui est une bonne chose, d'abord pour le sport, bien sûr, pour les amoureux du sport mécanique qui sont très nombreux chez nous en Algérie, et bien sûr pour le tourisme, d'autant plus que ce sont des étapes qui se déroulent dans le sud, le Grand Sud, et donc c'est pour faire connaître un petit peu toutes les régions du pays, les grandes oasis qui sont très nombreuses donc chez nous, et bien sûr le Grand Sud algérien. Donc l'étape d'hier a été conduite par une caravane de près de 124 équipages avec 67 étrangers pour les motos, pour le camion. Il y a eu un seul camion, c'est des Libyens. Et il y avait bien sûr des automobiles, donc automoto. Donc c'est un peu l'arrivée. Aujourd'hui, le départ a été donné ce matin pour une boucle au niveau de l'Erg et des dunes au niveau uniquement de Timimoun. C'est une boucle de 91 km. Le départ a été donné ce matin à 8h30 trébuchante. Et il y aura une deuxième étape encore, une deuxième boucle qu'on appelle donc deux boucles, toujours ici à Timimoun, l'Oasis Rouge, donc avec... Voilà, Majid Benkassi, alors je sais qu'il y a un long retard qui fait que... Oui, Mahrez. Alors du coup, juste pour dire un peu, qui sont les grands favoris de ce rallye, de cette nouvelle édition? Et 1, 2, 3, 4... Bon, les favoris, généralement, bon, je vais pas vous donner de nom, il y a beaucoup, les Italiens, il y a les Français sur les motos, et on n'oublie pas qu'il y a des outsiders ici aussi, il y a des Algériens connus, Sami qui est très connu,
surtout sur les motos. Et pour les automobiles, il y a un certain Megeni Sofiane aussi, qui est un très bon conducteur d'automobile, qui revient pratiquement, il fait son 4e rallye. Il était là hier sur le départ. Il avait la nouveauté cette année, c'est un peu, il a pris une nouvelle voiture, donc c'est une nouvelle mécanique. Donc c'était un peu les essais pour sa voiture, pour voir à peu près ce que ça donne au terme d'endurance et de robustesse de son 4x4. Voilà. Donc généralement les Italiens, il y a les Français à un degré moindre, les Espagnols, qui, comme l'étape d'hier par exemple, parce que c'est toujours des résultats partiels, on n'a pas encore les résultats définitifs sur les motos. C'était un Italien qui est entré en premier, il y avait un Espagnol en 2e position, et juste après c'est deux Français, et dont un est d'origine algérienne, un certain Hamou, voilà. Et pour les automobiles, on n'a pas encore ni l'ordre d'arrivée, ni le classement définitif. Il ne sera donné que parce qu'il y a toujours des réserves techniques sur le parcours, et les arrivées, généralement, surtout pour les véhicules, les arrivées se font très tardivement, et à chaque fois, le résultat de la journée, généralement, est donné le lendemain. On le saura tout à l'heure. Voilà. Merci Majid Benkassi, merci d'avoir été parmi nous. Et je pense que le message est passé. Merci encore, merci. On vous souhaite un excellent rallye et une excellente aventure qui, j'espère, vous marquera. Alors ce matin, sur le plateau, Madame Maya Amrani, bonjour. Bonjour Marcos, bonjour à vous tous. Comment allez-vous? Bien, merci. Tranquille. Toujours heureuse de vous retrouver, à vous et à nos téléspectateurs, bien sûr, tous les samedis. Et c'est le bonheur. Voilà. Ça fait plaisir de vous voir. Merci. Jalil Meraska, bonjour. Bonjour. Alors vous deviez être avec nous samedi dernier, vous n'avez pu être avec nous pour cause les 2 journées de formation que vous aviez organisées. Quelle était la thématique? Alors c'était initiation à la nutrition du sport. Ouais. Initiation à la nutrition du sujet sportif. Voilà. Beaucoup de monde? Oui, relativement. C'est à la 3e session, et à chaque fois donc, on a une demande qui est importante. C'était en fait des gens, des professionnels de la santé, des coachs sportifs, des nutritionnistes, et on a eu beaucoup de passionnés, des gens qui n'ont rien à voir avec le sport finalement, mais ils s'intéressent beaucoup. Donc c'est des gens passionnés par le domaine. Ouais. Donc, comme quoi on n'est pas obligé d'être professionnel pour atteindre pour assister à ce genre de formation. Voilà. Aussi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui avec vous, on va parler de comment. On va revenir sur une question. Oui. Alors une question importante pour beaucoup, hein, c'est comment rester le plus longtemps possible dans une diète et comment la stabiliser. Et ça, on y revient dans quelques minutes. Mais avant, madame, avec vous, on va parler de l'école supérieure d'hôtellerie et de la restauration, l'ECHRA. L'ECHRA, l'école supérieure. Que devient l'ECHRA? L'école qui avait été lancée suite à un partenariat géo-suisse avec un management suisse d'ailleurs à l'époque. Tout à fait. Et de nos jours, elle fonctionne très bien. Et elle continue toujours. C'est quand même une école très importante en Algérie, et même on peut dire dans le monde, puisqu'elle est affiliée à l'école de Lausanne, une école supérieure qui a pu avoir des grands top chefs dans le monde, et qui ont très bien réussi dans le domaine de l'art culinaire elle n'est et pas du affiliée au management. sens affiliation, il y a eu un partenariat entre les deux écoles. Oui, ils sont en coordination quand même, puisque le diplôme final, il est quand même suisse. Jusqu'à nos jours? Jusqu'à nos jours, jusqu'à nos jours. Et là, justement, le directeur général qui devait être parmi nous ce matin est parti ouvrir une 2e école à Oran. Demain, une nouvelle école ECHRA, ou ça ne sera pas l'ECHRA, ça sera, elle aura peut-être l'ECHRO. Oran. Oh là là. Au lieu d'Alger, ce sera Oran. Eh ben oui, l'école supérieure d'hôtellerie d'Oran. ECHRA. C'est pas l'école supérieure d'hôtellerie d'Oran. Et là, ils ouvrent cette école demain, Inch'Allah. C'est vous dire que l'ampleur finalement que prend le management dans les hôtelleries. Toujours en Suisse? Oui. En Suisse et partout ailleurs. Non, parce qu'à l'époque, quand ils avaient ouvert, l'école avait été
Elle avait déjà, c'est une belle structure que l'on va découvrir avec vous, une très belle avec de belles infrastructures, un très beau site avec beaucoup d'aménagements, beaucoup de bons aménagements. Pour une fois, c'est un pôle de formation très intéressant à découvrir et qui met au mieux et dans les meilleures conditions les élèves. Alors, le prix était cher, mais on disait que c'était couronné. 4 ans d'études, que c'était couronné surtout par une formation. Absolument. Par un stage en Suisse. Tout à fait. Mais il continue toujours. Et le diplôme est suisse aussi. Vous sortez avec un diplôme international. Et ça, c'est très important. On ne dit pas suisse parce qu'on est colonisé dans nos cerveaux. On dit suisse parce que c'est une référence mondiale dans la formation dans ce secteur-là. Voilà. Mais vous pouvez trouver à ce moment-là du travail partout dans le monde puisque vous avez ce diplôme qui a une très grande valeur. Et les études sont de haut niveau quand même. La formation est de haut niveau. Et les formateurs viennent un peu du monde entier pour former les élèves, les étudiants qui sont là-bas, soit dans le domaine du management, le professionnel de l'accueil, soit dans l'art culinaire aussi, soit dans toute la gestion d'un hôtel-restaurant. Et ça, c'est quand même très important parce que la formation est sérieuse. C'est ça qui est... même si c'est cher, il reste quand même le domaine de la formation qui est très important et et ils ont la chance en plus d'avoir un peu les ambassades qui les aident pour envoyer des top chefs de leur pays pour la culture de ce pays et en plus pour montrer un petit peu l'art culinaire de leur pays. Et ça, c'est très important. Alors, bon, il faut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas là non plus pour nous parler de l'Eshra, parce que l'Eshra, pas tout à fait de l'Eshra, c'est surtout... Exactement, vous parlez plutôt d'un événement qui s'est déroulé à l'Eshra. Voilà, à l'Eshra. Qui se déroule de manière régulière, d'ailleurs. Absolument, voilà, c'est ce que je disais, les ambassades envoient quand même des top chefs de leur pays et qui donnent des cours d'art culinaire et de culture de leur pays. Oui. Là, on a assisté au top chef colombien, qui est un carthagénien en fait, puisqu'il est d'une certaine région de Colombie. La Colombie est très vaste, elle a aussi, elle a quand même diverses régions avec diverses traditions culinaires et culture. Et là, lui, il nous a donné, ça a été une journée de Masterchef, et il nous a donné un cours de cuisine. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis surtout cantonnée dans le domaine art culinaire. C'était bien, c'était très bien parce que les élèves étaient très attentionnés et avec une bonne ambiance. Les Colombiens ont ça de bien, c'est qu'ils vous disent la cuisine, c'est la joie de vivre. Eux le disent, hein. Et c'est vrai, la cuisine, c'est la joie de vivre, c'est bien se sentir, c'est un certain confort que ça nous apporte, et donc un certain bien-être aussi. Ce top chef s'appelle Charlie Hétéro, et il est venu pour un séjour court, mais il était déjà venu en 2015. Il a donné une formation, il est reparti, et là voilà, le voilà revenir avec beaucoup de bonheur et beaucoup de... C'est Maya Amrani qui a été à l'Eshra et qui nous raconte cette expérience culinaire made in Colombia. Allons-y. L'école supérieure de l'hôtellerie et de la restauration de Ain Bnien Alger forme des étudiants qui souhaitent accéder à des carrières managériales dans l'hôtellerie, les professions de l'accueil et de la restauration. Cette école elle a été construite pour justement former des managers en hôtellerie et restauration. Et donc, elle a toutes les fonctions. Au sein de l'école, toutes les fonctions et tous les métiers donc, de l'hôtellerie et de la restauration. Donc nos étudiants, non seulement ils reçoivent la formation académique, mais également ils font de la formation pratique et donc ils exercent le métier ici à l'école même. L'exemple aujourd'hui des top chefs qui étaient présents. Et nous sommes une école qui est ouverte à l'international. Donc on a la chance d'avoir des ambassadeurs ici qui veulent faire la promotion de leur gastronomie. Évidemment. Et ils viennent, ils voient une école qui répond aux normes
Et donc, nous avons les infrastructures, nous avons les équipements nécessaires et nous avons les étudiants. Ce matin, nous assistons à l'une des spécificités de cette école. C'est la formation du top chef en art culinaire international. Ya estuve dando clases en esta escuela. Donc il a déjà donné des cours dans cette même école. Donde todos han sido muy simpáticos. Où tous les étudiants et le personnel ont été très sympathiques avec lui. Muy hospitalarios. Et surtout très hospitaliers, très accueillants. Venu de Colombie, le top chef et professeur Charlie Otero nous fait connaître à travers son cours la Colombie et son art culinaire très diversifié selon les régions. La cuisine colombienne varie en fonction des régions, mais les ingrédients les plus utilisés restent les céréales, le riz, maïs, tubercules de pommes de terre, les légumineuses et fruits tropicaux bien sûr. Cebolla, tomate y le voy a poner aceitunas. Lo voy a cortar Une recette appelée empanadas, une pâte à base de farine de maïs fourrée aux légumes, une recette qui ressemble tout à fait à nos bourrecs. Ma spécialité, c'est la gastronomie française et la pizza. Bon, j'ai 2 diplômes, mais maintenant j'occupe la cuisine maghrébine. C'est agréable aussi, c'est une autre culture. Que la cuisine là, c'est un océan, c'est vaste. Plus on apprend, plus on découvre. Pour le moment, je veux juste connaître un peu tout sur l'hôtellerie, sur le monde de restauration. Un secteur qui est peu exploité ici en Algérie, et malgré qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir des hôtels, des complexes. Et j'aimerais bien m'investir en tant que ressources humaines dans ce domaine. Ya tenemos un proyecto de hacer un curso de un mes de cocina colombiana a distancia, virtual, y yo vendría la última semana para graduarlos en cocina colombiana. Ok. Donc il a déjà un projet avec l'école. Ils vont faire il va donner un cours d'un mois qui va durer 1 mois, mais ça sera à distance. Ça sera un cours virtuel avec les étudiants de l'ECHRA. À partir de la Colombie, un cours sur la cuisine colombienne, et il viendrait donc la dernière semaine du cours pour donner les diplômes et les certificats aux étudiants de l'ECHRA. On a pris conscience qu'il fallait une école pour former des managers et pour former aussi des techniciens de cuisine, pour l'hébergement. Et donc la société elle a vu grand, elle a dit si on veut former des managers de haut niveau, il faut des infrastructures qui répondent aux normes internationales. C'est pourquoi il y a la construction de cette école dont les infrastructures sont pour nous mafkhara. Absolument. La formation de l'école, en coordination avec l'école hôtelière internationale de Lausanne, offre un enseignement de haut niveau couronné par un diplôme international. C'était bon? Vous avez écouté à la fin ou pas? Oui, non, c'était bon. Mais ça ressemble à notre cuisine puisque eux-mêmes ont des plats qui ressemblent beaucoup à nos plats. Ouvrons juste une parenthèse. Le chef a demandé des ingrédients qui n'ont pas été préparés pour qu'ils puissent faire de la vraie cuisine comme il le souhaitent. C'est-à-dire, au lieu de faire à la viande, ils ont fait cela aux légumes. Et ça tombe bien, c'est très bien. C'était pas cher. Voilà, et ça tombe bien parce que les légumes, nous en avons, ils en ont aussi. C'est un pays très pluvieux et ils ont énormément de fruits. Mais quand un chef demande de la viande, on lui donne de la viande. On va pas non plus changer la recette et puis chercher les bienfaits nutritionnels. Moi, je trouvais que c'était très agréable. C'est bien parce que c'est moins dangereux. Les légumes, c'est bien, c'est moins dangereux pour la santé. Mais c'est un bon chef, quoi.
c'est un bon chef. En 2015, il était ici sur ce plateau. Pardon? En 2015, il était ici sur ce plateau. Oui, mais là, il est parti tout de suite après le cours. Non, je vous ai dit en 2015. Il était là, il était sur ce plateau, donc vous l'avez reconnu. Exact. Et il était très heureux de nous recevoir, d'ailleurs, et il aurait voulu venir, mais hélas. Vous avez vécu une belle expérience, et puis vous l'avez raconté. Et puis c'était bon, ça ressemble à nos bourrecs, tout à fait ce que j'ai dit. Et puis pour les régimes, c'est très bien les légumes. Oui, c'est bien. C'est la transition. Absolument. Monsieur, comment rester le plus longtemps, comment se tenir à une diète, quoi? Comment rester le plus longtemps fidèle à sa diète? Justement, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir sur le reportage. Hein. Donc, en fait, on va parler un peu d'une notion qui, je trouve, après pas mal de recherches, très intéressante sur le plan long terme, c'est la flexibilité au niveau de sa diète. C'est-à-dire souvent quand on adopte une certaine hygiène alimentaire, pour certains, donc ça sera dans l'éviction de certaines tranches d'aliments, donc c'est soit supprimer les produits laitiers ou supprimer par exemple les produits céréaliers. Il y a un petit peu cet effet tendance, donc ce qui fait que certaines personnes tombent dans ce piège de restriction alimentaire. Voilà, donc, et c'est un piège, pourquoi? Parce qu'on a parlé dernièrement donc, de l'effet des régimes restrictifs ou draconiens qui ont beaucoup d'effets secondaires sur le long terme. Quand on parle de long terme, c'est-à-dire c'est dans une année, 2 ans, 3 ans et plus. Hein, voilà. Donc ce genre de régime, justement, le point commun les régimes hado, c'est généralement la suppression de tranches d'aliments carrément. Hein, c'est pas le fait de modérer certaines prises alimentaires, quoi. Donc c'est généralement supprimer le gluten, par exemple manger plus de lipides que de protéines ou ce genre de... Voilà, donc on est plutôt dans le dogme alimentaire carrément, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de lobbies dans le domaine de la nutrition, exactement, donc il faut s'en méfier. Bref, donc la notion de flexibilité, elle permet à la personne justement finalement de voir sur le long terme. Puisque si vous dites à la personne, vous donnez une certaine liberté nutritionnelle à la personne, vous lui dites, voilà, la plupart du temps, vous allez manger des aliments de qualité, manger de tout, donc on est omnivore après tout, et les 20% restants, c'est-à-dire, on parle de la loi du 80-20, donc 80% du temps, vous allez manger de qualité, des aliments qui sont plus ou moins authentiques, pas transformés et tout. Et les 20% restants, c'est les aliments que vous aimez manger, les aliments plaisir, le bourrec justement et tout ce qui s'ensuit. Vous allez déjà éviter la frustration chez cette personne, au moins sur le moyen ou long terme. Et puis on ne tombe pas dans ce piège de l'effet yo-yo, puisque l'explication de l'effet yo-yo, justement, c'est en partie donc cette frustration. Donc ça se passe aussi au niveau psychologique. Je peux poser une question? Allez-y, bien sûr. Quand on dit diète, c'est une diète totale? Justement, le terme diète, généralement on l'utilise, le mot diète c'est un terme anglais, hein, donc il faut dire que la diète c'est le régime alimentaire, c'est suivre un certain rythme. Voilà. Et après, la diète, dans notre culture, on dit diète, c'est vous êtes à la diète, c'est-à-dire forcément vous ne mangez rien, en régime. En fait. Oui, finalement, donc la diète, il faut juste savoir l'interpréter. Et puis, accorder une certaine flexibilité, plutôt donc être plus flexible que strict, c'est le mot. Et puis, dans une certaine mesure, hein, bien sûr, quand je dis liberté nutritionnelle, pour certains, c'est pas la solution, hein, on est bien d'accord. Donc après, bien sûr, il faut que ça soit cadré, cette liberté nutritionnelle, bien sûr avec un suivi ou un coach nutritionnel ou voilà, un conseiller en nutrition, et en mois au départ. En tout cas, voilà, rester le plus longtemps possible, c'est-à-dire, moi j'invite généralement les personnes, les gens qui veulent adopter une diète tout simplement, c'est de se poser la question, voilà, tout simplement, et se dire, est-ce que cette diète-là qu'on m'a donnée ou que j'ai trouvé sur Internet, ou parce que ça peut être le cas, avec les réseaux sociaux et tout, donc maintenant les gens ils suivent aveuglement, hein, donc voilà, donc il faut poser cette question, est-ce que je vais tenir sur ce rythme-là? Carrément, c'est un rythme, hein. Après tout, il y a tout un... c'est toute une problématique à parfois. Il faudra demander ça à Mahrez aussi. Parce que je ne sais pas si Mahrez a suivi des diètes qu'il a continué sérieusement.
Bah justement. Ah, mais vous êtes violente là. Genre, Et oui, parce qu'au moins on a un exemple là. Elle bloque un gars, un consultant, elle lui arrête sa chronique pour lui dire demande à Maëlys. Maëlys, tu sais, c'est un gros qui arrête pas de faire des yo-yo. Non. J'ai dit les vous avez diètes. raison. Vous abandonnez. J'abandonne. Oh, Dieu. J'abandonne. Oui. Genre, je me suis garé sur l'autoroute, je me suis abandonné, j'aurais démarré, tu vois. Non, Maya, non, comprenez-moi. Comprenez-moi, Maya. On va revenir à votre sujet, on a le temps, vous inquiétez pas. Okay. Maya Amrani, je suis quelqu'un qui aime la vie. Et à des moments, j'ai envie de me sentir gros, d'être gras, de sentir mon poids, de ne plus faire mes lacets et d'avoir envie de ne plus pouvoir marcher. C'est un état d'esprit, c'est se faire violence. Et puis à un moment, il y a un déclic, une fois par an, parce qu'elle me connaît bien. Et depuis 10 ans, c'est vrai que c'est pas bien, tous les médecins me le disent, c'est plus 30 kilos, moins 30 kilos, plus 30 kilos, moins 30 kilos. Et c'est ça le yo-yo. Ouais, non, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment, j'ai envie de me sentir plus mince et de faire quelques photos pour les poster sur Instagram avec ma femme. Et à ce moment-là, je fais un régime. Mais c'est aussi simple. C'est ça. Mais effectivement, il n'a pas tort sur une chose, par contre, effectivement, c'est très sport de rester diète. Après, vous avez des métabolismes. Je veux dire, si je remonte facilement, c'est pas parce que je mange 10 000 feuilles aussi. Exactement. C'est-à-dire que moi aussi, je me lâche. Il ne faut pas avoir de carence. Et après, on a quelques-uns, quelques-unes qui sont avec nous, que vous ne voyez pas, que vous ne voyez plus, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui ont réussi à perdre du poids une fois et qui se sont tenus à cela. Et qui se sont stabilisés. Oui, c'est ça le plus gros challenge, c'est de perdre et après maintenir le poids. Et c'est sur le long terme, justement. Donc c'était quoi votre question? Il faut me demander à moi. Oui, parce que justement les diètes que vous commencez à chaque fois, des régimes, vous les interrompez. Attendez, mais je sais pas pour vous, je sais pas pour vos passions à vous. Enfin, vos passions, non, je dis pas ça parce que après je vais vous poser une question un peu polémique. Ok, d'accord. D'une personne qui m'a posé des questions sur vous, qui a partagé, qui a dit, qui est revenu un peu sur vos thématiques, c'est très bien. Mais j'ai perdu le fil. Oui, il fallait pas que je parle des gens négatifs. Alors, juste. Non, juste ne pas interrompre en fait un régime. Non, alors je sais pas, je sais pas pour les gens qui viennent vous voir, voilà, pas les patients, des gens qui viennent vous voir, mais c'est un combat contre soi-même. On a l'impression que c'est se battre contre soi. Alors stabiliser, je sais pas, il y en a peut-être certains qui y arrivent, mais le combat contre soi, ça peut être hyper excitant pour certains. C'est pour ça qu'on arrive à perdre du poids. Et puis à un moment, on perd la motivation, on se dit bon, c'est bon, j'ai fait des photos, j'ai ressemblé à des maigres, à des cure-dents, maintenant j'ai envie d'être moi-même. Et vous reprenez du poids, et puis c'est dangereux pour la santé, mais il y a des gens qui vivent comme ça, et moi je vis comme ça. Moi je suis un aventurier, Maya. Je suis un fou, moi, que tu racontes. Il vient de dire une chose, et c'est très important. Mais il plaisante beaucoup, hein. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est l'état d'esprit. Sincèrement, je dis la vérité. Attention, je vais vous dire, je dis la vérité, sauf que je rigole de tout. Les régimes, c'est vrai qu'on dit régime, finalement, c'est pas tellement des régimes, c'est surtout c'est une régulation, voilà, d'une alimentation pas sans excès. Voilà. En fait, c'est le mot adéquat qui peut ressembler tout ça, c'est l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, c'est que sportif et gestion de stress. Parce qu'en fait, les trois sont liés, on ne peut pas dissocier l'un des trois, dans des pôles de l'hygiène de vie en général. C'est le sommeil, l'activité physique, très important aussi. Et bien sûr, quand on dit diète, c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est plus ou moins accorder une certaine flexibilité. Oui, mais qu'en pensent les gens qui viennent vous voir ? Sur le combat, sur le fait de lutter quotidiennement. Justement, c'est cette question-là que j'allais poser, que je n'ai pas eu le temps de finir. Donc, c'est la question-là qu'il faut se poser. Et généralement, donc, je leur dis, est-ce que parce que généralement, c'est des gens qui viennent en difficulté. Donc, une personne qui vient en difficulté, la première des choses, on essaie d'être souple. On essaie de trouver les clés, les solutions pour aider cette personne déjà sur le plan mental. Au moins, au départ, parce qu'après la personne c'est très complexe en fait de changer un mode alimentaire, c'est hyper complexe, je sais très bien de ce que j'ai eu des expériences, c'est ma propre expérience aussi, donc j'étais en fait moi c'est l'inverse, moi j'étais une personne maigre et donc j'ai compris que grâce à l'alimentation bien sûr et le sport, donc les deux, que j'ai pu quand même atteindre certains objectifs, même si c'est encore voilà, j'ai d'autres objectifs à atteindre, Inch'Allah. Mais je sais que c'est un combat qui est éternel, là, carrément. Mais l'état d'esprit, vous venez de dire que c'est très très important d'apprécier le process. C'est-à-dire
si on veut perdre du poids, c'est-à-dire qu'on veut perdre du poids. C'est pas on nous a dit de perdre du poids ou le médecin dit, il faut le faire. C'est qu'il faut que ça soit une conviction d'abord personnelle. Et si on se sent bien dans notre peau en étant en surpoids, du moment que la personne est heureuse, du moment que la personne... Du moment où il n'y a pas des risques pour sa santé. C'est ça. C'est dans ce sens. Et après, bien sûr, l'état d'esprit, c'est aussi important parfois que de fumer un paquet de cigarettes. Il y a eu des études là-dessus. Hein. Donc, des personnes qui aiment leur job, qui font ce qu'ils aiment au quotidien, ils peuvent se porter en meilleur... Pardon? Et leur job, c'est de fumer? En fait, non, ils ont comparé, c'est une étude qu'ils ont fait pour montrer que l'aspect d'état d'esprit, c'est-à-dire psychologique, a un impact sur le physiologique. Voilà, c'est-à-dire la personne a des taux de cortisol qui sont, les hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline et tout ce qui va avec, quand ils sont tout le temps élevés, donc c'est mauvais pour la personne. Et donc le stress chronique, justement, c'est le stress chronique la plus grande problématique chez tout le monde. Hein. C'est après, quand on sait gérer nos stress, qu'on peut adopter une hygiène de vie, une hygiène alimentaire. C'est-à-dire que le stress peut faire manger, quoi. Bien sûr. Et il peut faire l'inverse aussi. Donc, peut faire quoi? Manger ou ne pas manger. C'est pour la plupart, enfin, la gestion dans mon de cas, stress. c'est manger. Il n'y a pas de problème, c'est réglé. Mais souvent, moi, j'aime bien le gras, c'est ça la palatabilité, c'est le goût aussi. Hein? Donc, si on a non, pas le gras, être gras, grassouillé, il y a des trucs à tenir. Pourquoi on cherche toujours des bébés pas maigrichons? Quand ils sont maigres, les bébés, on dit « Oh, il est moche ». Et quand il est bien gros, bien gras, et qu'on lui tire les joues, on lui dit « Mais on a peur aussi qu'il vienne vers l'obésité aussi. Ce beau bébé gros, c'est pas toujours... L'obésité, on est dans une autre sphère. L'obésité, c'est pathologique. Parce qu'ils peuvent tomber dans l'obésité. Et actuellement, en Algérie, il y a une augmentation d'obésité. Oui, tout à fait. C'est dû justement à cette riche alimentation, surtout les gourmandises. C'est pas que ça. Alors, je ne parlerai pas à la place des médecins. Je pense que les médecins devraient parler plus souvent, comme ça nous évitera de dire des bêtises à leur place. Oui. Mais attention, c'est-à-dire que quand on regarde la population, hélas, nous sommes sur un beau continent qui est l'Afrique. Nous appartenons à l'Afrique, mais nous ne ressemblons pas beaucoup à l'Afrique, à la population de l'Afrique centrale, ni à la population de l'Afrique du Sud, ni de l'Ouest, ni de l'Est. Nous sommes nous avons l'archétype qui est plutôt celui du bassin méditerranéen et plus maghrébin. Donc vous avez Égypte, vous avez Tunisie, je ne mets pas le Maghreb dans l'Égypte, mais je parle de la ceinture du haut. Oui. Donc le nord de l'Afrique. Et on a tous tendance, à un certain âge, à s'engraisser, hommes et femmes, dans les populations maghrébines. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pas faux, s'engraisser, c'est-à-dire c'est prendre du poids. Prendre du poids à partir d'un certain âge. C'est la forme la plus sauvage, c'est-à-dire prendre du poids là où c'est dangereux pour la santé. J'aime bien, moi, mes envolées lyriques en parlant du poids et d'aimer le gras et ce qui va avec, mais attention, c'est dangereux pour le corps, pour le cœur, pour le foie et ce qui va avec. Mais comment vous l'expliquez, vous? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'il y a C'est une cuisine très riche. C'est une cuisine, la cuisine méditerranéenne. C'est une cuisine. Vous avez remarqué ou pas? Mais oui, mais maghrébin type. Déjà, le nord-africain type. En fait, il y a deux choses. Déjà, nous mangeons beaucoup de céréales. C'est tout ce qui est céréales. Et donc, les céréales non plus ne conviennent pas aux colons. Et ça, moi, je ne suis pas médecin, mais à force de fréquenter un petit peu le milieu médical et de se renseigner. Forgeron, c'est ça. Voilà. C'est en parlant de médecine qu'on devient médecin. Eh bien, c'est la raison pour laquelle c'est le pain, c'est la consommation de pain. En fait, je rebondis sur ça, puisque on vient de dire au début. Vous avez le droit de dire qu'on dit des bêtises, hein. C'est pas un problème. Oui, bien sûr. Et c'est pas l'émission classique. Au contraire, le débat, quand il est ouvert, c'est encore mieux. C'est mieux. Ça donne. On parle, on fait passer le temps, je veux dire. Pour ceux qui nous regardent, eux aussi, ils passent le temps à regarder la télé. C'est ça. Allez-y, dites. En fait, les céréales ou le pain, c'est une tranche d'aliment. C'est-à-dire, si, par exemple, on prend on va dire si 2 ou 5%, je ne suis pas très sûr du chiffre, mais en tout cas, il y a très peu de personnes qui sont malades cœliaques en Algérie. C'est-à-dire ils sont intolérants au gluten, par exemple. C'est plus que l'intolérance, c'est une maladie auto-immune. On en a très peu parlé là, ces dernières années, on en parle un peu. On en a quand même, les cœliaques maintenant, bien sûr, mais on les découvre. Tout à fait. Mais si on prend par exemple les personnes intolérantes au lactose ou au gluten ou toutes les maladies auto-immunes, voilà. Donc ça représente pas la majorité de la population. Donc, si on prend par exemple que cette gestion de poids, elle est gouvernée justement par le métabolisme, donc c'est-à-dire c'est la dépense énergétique, c'est au quotidien.
Donc, dans la dépense énergétique quotidienne, il y a plusieurs paramètres aussi, ce qu'on appelle la pyramide métabolique. Donc, dans la pyramide métabolique, il y a le métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie minimum pour survivre, qui représente à peu près 70% de l'énergie totale dépensée. Oui, tout à fait. Mais aussi, il y a la sédentarité. Et oui, souvent, on parle, oui. bon, on met le doigt sur l'alimentation qui est riche en gluten ou en céréales et tout ce qui est raffiné. Mais on oublie souvent que les personnes sont souvent, leur activité physique quotidienne, pas que le sport, hein. Le sport c'est une chose, mais aussi les activités non sportives, c'est aussi très important, qui peuvent augmenter de manière significative votre métabolisme et gérer votre poids. C'est pour ça que vous avez certainement rencontré des personnes qui mangent beaucoup, c'est-à-dire ils ont une alimentation qui est riche, ils mangent un peu n'importe quoi, mais ils sont plus ou moins, ils grossissent pas. C'est généralement des personnes qui sont métaboliquement très actives. C'est-à-dire c'est des personnes soit qui bougent beaucoup, qui ont un métabolisme hyper rapide, et ils sont généralement de type glucidique, c'est-à-dire ils mangent énormément de sucre, mais ils perdent pas, ils arrivent pas, ils gardent un poids qui est pratiquement stable toute leur vie. On voit ça généralement chez certains pays occidentaux, donc les Français par exemple, on donne l'exemple qui est proche. Donc il y a beaucoup de Français qui sont, justement, ils fument beaucoup, voilà, donc ils mangent beaucoup de sucreries et ce genre de petits-déj français et tout. C'est pas ça hein, ce qu'ils mangent finalement. Après ils sont très minces, pourquoi? Parce que généralement ils marchent beaucoup. Donc déjà il y a le côté activité physique. Il faut d'ailleurs marcher, je crois, 10 à 15 minutes au moins. Oui, au moins. Enfin, déjà, dans un but, en tout cas, de gestion de poids, si on veut maintenir son poids sur le long terme, la meilleure des choses, ils insistent sur ça, c'est-à-dire la chose là qui va garantir un métabolisme qui va être stable, c'est le sport. C'est de faire une activité physique choisie, c'est-à-dire qui soit adaptée, bien sûr, à la personne et qu'elle aime cette activité sportive. Pourquoi aimer cette activité? C'est un peu comme la diète. Pour adhérer à une diète ou un entraînement, il faut aimer le process. Donc, c'est toute une question finalement de conviction et de passion. Hein. Donc, si on est passionné par ce qu'on fait... comme a dit, c'est un combat contre soi-même. C'est ça, voilà. Oui. Il faut éviter certaines choses. Il faut faire un travail sur nous-mêmes, parce que changer une habitude, c'est pas évident. Je suis en train de lire justement un bouquin. Hein. Oui. C'est pas évident. Hein. Donc, le pouvoir de l'habitude, il s'appelle le bouquin. Ouais. Très intéressant. Je vous en ramènerai quelques-uns si vous souhaitez samedi prochain. Sur les habitudes? Ouais, sur les habitudes, sur le combat de soi et autres. Ouais. C'est intéressant, c'est toujours intéressant. Ouais. Merci Djali Miraska. Merci à vous. Alors juste une question qui m'a été posée, désolé de vous le dire comme ça, quel crédit pour ce que vous dites? Crédit, c'est-à-dire la fiabilité de vos propos dans une... Vous basez sur quoi toutes vos interventions? C'est l'expérience. Voilà, oui, c'est l'expérience. Hein. En fait, c'est déjà l'expérience personnelle. C'est important. L'expérience personnelle et aussi sur les gens avec qui on travaille au jour le jour et les recherches scientifiques aussi, puisque je fais la recherche tous les jours. Donc et puis la motivation. Motivation on est toujours motivé. Merci à vous, merci beaucoup, merci Maya, merci à vous tous camarades, on se retrouve quand? Eh ben demain matin. Allez, ciao.